Merci à tous d'être ici ce soir. Merci à la Fondation Napoléon pour son invitation, à son président, son directeur général d'être ici. Donc, pour vous faire le bilan de ce bicentenaire, j'ai essayé de réfléchir pour trier les événements, les idées, les traumatismes. Et donc, en réfléchissant à cette discussion ce soir, je me suis souvenu d'une idée de Nietzsche, et après ça va être beaucoup plus simple, qui est celle de la religion du soupçon. Donc en fait, Nietzsche, dans Le Gai Savoir et d'autres textes, parle beaucoup de cette fameuse religion dont il attend l'avènement, et c'est l'avenir qu'il prédit à l'Occident en fait. Donc c'est-à-dire que c'est la suite logique pour lui de l'effondrement civilisationnel qui vient après la Révolution française, les guerres dans lesquelles vont se jeter l'Europe, et l'effondrement au fond de toutes les coutumes et des traditions. Bon, c'est une vision beaucoup plus nuancée que ça, hein. Nietzsche n'est pas un politicien, c'est un intellectuel. Et il parle de cette fameuse religion du soupçon, et il la définit à plusieurs endroits, et on pourrait la résumer en gros à la chose suivante, à savoir eh bien, analyser toutes sortes de choses, tout phénomène politique, intellectuel, de l'ordre de l'action aussi, d'après le soupçon. C'est-à-dire qu'à une époque où on interprétait tout d'après la religion, hein, donc évidemment dans sa version paroxystique au Moyen-Âge, et enfin il y a eu évidemment une longue écume pendant les siècles qui ont suivi, eh bien, ce lendélitement a mené à l'avènement du rationalisme et donc au soupçon. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, même démontrée à 1 et 1 égale 2, eh bien, il n'y aurait aucune preuve. Et donc les gens passeraient leur temps à tout soupçonner, en dépit donc des manifestations assez évidentes qu'ils ont devant eux. C'est donc évidemment une grande rupture dans la philosophie occidentale, puisque de Platon en passant par Descartes jusqu'à avant Nietzsche, on considère qu'une chose vérifiée est une chose certaine. Et bien là, ce n'est plus le cas. Et donc, traduction immédiate de cette idée, qui résume assez bien le contexte dans lequel ce bicentenaire a commencé, celui du déboulonnage de statues, qui a commencé 1 an avant le bicentenaire, qui s'est poursuivi pendant aussi d'ailleurs, de façon d'ailleurs parfois moins sauvage qu'on ne le pense, puisque ça a été le fait d'élus qui l'ont fait de façon parfois civilisée, ou apparemment civilisée, mais enfin qui l'ont fait quand même. Et en y réfléchissant, je me suis souvenu que parmi les mille et un débats qui ont eu lieu de droite, de gauche, faut-il déboulonner les statues, faut-il les conserver, personne n'avait rappelé quelle était la règle. C'est-à-dire que ces statues, elles ne sont pas arrivées par miracle dans l'espace public. Je veux dire, il n'y a pas des types qui la nuit construisent des statues dans les villes de France et on se retrouve avec dans les jardins publics. Non, il y a une règle, et elle est excessivement simple, cette règle. La présence des statues dans l'espace public, c'est de l'aménagement de l'espace public, c'est un vote des conseils municipaux. Voilà. Donc en fait, toutes les statues, quelle que soit la ville, leur présence est justifiée par un vote. Évidemment, ce qui a été fait par ces conseils municipaux peut être défait, et donc pour en changer, il suffit qu'un conseil municipal vote dans un sens contraire. Donc, par voie de conséquence, rien n'est plus démocratique dans l'espace public qu'une statue. Donc, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que on a discuté pendant 1 an à propos de ça, de façon complètement stérile, alors que n'importe quel, je sais pas, n'importe quel jury, journaliste un petit peu renseigné, puisque c'est vraiment un texte de loi très simple à trouver, personne ne l'a mentionné. Emmanuel Macron, quand il est intervenu sur la question, a beau s'être prononcé plutôt contre le déboulonnage, lui-même n'a pas rappelé ce texte de loi. Alors que pourtant, comme souvent en France, quand il y a des conflits un peu hystériques et idéologiques, il suffit de regarder ce que dit la loi. Et a priori, on vient dans un système légaliste assez rationnel, qui veut donc que l'ordre public tienne à des choses, au fond, elles aussi assez rationnelles. Cette logique, cet état d'esprit, donc qui ne veut pas s'intéresser en fait à la raison pour laquelle les choses sont ce qu'elles sont. Ce sont des raisons imparfaites, mais en général qui ont le mérite d'être compréhensibles, harmonieuses, et en général dans notre société voulue de façon démocratique. Eh bien, cet état d'esprit, c'est celui qui a présidé à ce bicentenaire. Alors évidemment, aujourd'hui, on peut le dire, hein, c'est une victoire dans notre vocabulaire, c'est-à-dire qu'il est assez évident que ce qu'on pourrait appeler de façon très grossière les opposants à Napoléon ont été mis en minorité très rapidement. Il est assez évident aussi que ça a été une question beaucoup moins politique qu'historique. Je veux dire par là qu'il a moins s'agi de conviction que de connaissance. Il est apparu, je crois, aux yeux de tout le monde que, en fait, on a opposé à des historiens beaucoup de sociologues, de commentateurs, de militants aussi, qui avaient beau écrire des livres qui pour autant n'étaient pas historiens. Et donc, la victoire a été totale et très rapide, mais c'est la conséquence aussi, et je pense que c'est une des conclusions à tirer de ce bicentenaire, d'un travail considérable qui
qui a été fait autour du consulat de l'Empire de Napoléon depuis une vingtaine d'années. La Fondation y a joué évidemment une part, elle aussi, considérable. Mais je veux dire par là qu'il suffit de voir dans les programmes des maisons d'édition le nombre de livres publiés sur Napoléon. Napoléon est devenu, pour le dire avec un terme anglo-saxon, bankable. Et si ça s'est produit, c'est parce que les livres qui ont été écrits étaient bons. Je veux dire par là qu'un éditeur, pour l'être, c'est quelqu'un d'assez cynique de ce point de vue-là. Il ne fait pas d'idéologie avec Napoléon, il fait du commerce. Donc ça veut dire que pendant 20 ans, le travail a payé. Donc c'est la victoire, si je puis dire, du labeur. Et là, évidemment, pendant une année, tout le monde était prêt, pour le dire vulgairement. On l'a vu avec Bernard à l'exposition. Thierry faisait partie des grandes messes de l'exposition au comité de pilotage. On avait face à nous des personnes qui, en fait, étaient ni bonnes ni mauvaises, peu importe leur conviction politique, mais qui, en fait, ignoraient absolument tout de Napoléon. Ce qui n'est pas grave, parce qu'il n'est pas demandé à des gens dont ce n'est pas la spécialité de savoir des choses sur Napoléon. En revanche, quand on ignore une chose, il est parfois avisé d'écouter ceux qui savent. On a pu constater, doublement content de la présence de Bernard et de Thierry, que ça n'intéressait pas beaucoup les gens. Alors là, je ne veux pas incriminer du tout ni des gens qui faisaient partie ni du Grand Palais, ni de la Villette. C'est pas eux en particulier, parce qu'on a donné beaucoup d'interviews, on a été en interaction avec des journalistes, le public aussi. Et donc, en fait, j'étais frappé, moi, sur les plateaux de télévision, dans les radios, de voir qu'en fait, les gens avaient une méconnaissance totale de Napoléon, de l'Empire, et bien plus important de la Révolution française, et qu'en fait, ça les dérangeait absolument pas. Donc non seulement ils avaient un rapport assez détendu à leur propre ignorance, mais en plus de ça, c'est assez insolent de répondre de façon un petit peu verte, si on peut dire, à des gens qui ont au moins le mérite de savoir, parce qu'en fait, ils savent, parce qu'ils ont travaillé. Donc, ça s'inscrivait dans cette espèce de soupçon permanent, c'est-à-dire qu'on avait des débats avec des gens, vous leur expliquez, mais non, la chose s'est passée de telle sorte et telle sorte, et ils vous regardaient en vous disant, c'est un avis. Non, un avis. Enfin, je veux dire, c'est pas une opinion. Par exemple, sur l'esclavage, il n'y a pas 10 versions de l'histoire, il n'y en a qu'une, si vous voulez. Après, elle n'est pas forcément agréable pour ceux qui aiment Napoléon non plus, mais enfin, elle est unique, quoi. Et même que Napoléon a gouverné avec des assemblées, non, ce n'est pas un débat, c'est un fait historique. De même que son pouvoir a été contrôlé par une sorte de premier conseil constitutionnel, c'est un fait aussi. Bon, donc voilà, c'était la rencontre de l'opinion et du fait, et c'était, je pense, assez pénible pour tous les gens qui ont été en contact avec les expositions, la presse, pendant cette année-là, parce qu'on a moins été confronté à une haine de Napoléon, encore une fois, qu'il y a une décontraction totale de l'ignorance. Donc, sans incriminer personne, ça a le mérite d'être dit. Je parlais de la Révolution française et ça m'a beaucoup frappé. De même, l'idée que se font ces gens, si je puis dire, sur la Révolution française est inepte. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent qu'ils aiment la Révolution française, car pour eux, c'est une chose apparemment vertueuse, mais ils n'en connaissent rien. C'est-à-dire que, et là, je ne parle pas des vieux débats sur la terreur, pas la terreur, non, juste, ils n'en connaissent rien. C'est-à-dire qu'ils pensent vraiment que sous le consulat, le code civil qui est rédigé est apparu du jour au lendemain. Napoléon l'a écrit dans la nuit, et c'est son opinion qui a été écrite sur 500 pages. C'est une ineptie. Je veux dire, on sait tous que le Code civil a déjà été un vieux projet de Louis XIV, qu'il a été tenté 2 fois sous les assemblées révolutionnaires, que Napoléon l'a sorti des cartons, et qu'il est assez évident, comme tout chef d'État qui a un minimum de sens politique, qu'il a essayé de retranscrire dans la loi l'état des mœurs de son pays, quoi. Donc en fait, personne n'était au courant, a priori, que la société française était plutôt conservatrice, en gros, à l'époque du consulat, et que tout en ayant inventé la modernité politique avec la Révolution, elle était néanmoins conservatrice, misogyne, enfin bon, appelons ça, donnons les noms qu'on veut aux choses, mais elle reflétait aussi, l'état de la société. Alors la deuxième remarque, d'ampleur aussi, générale, c'est que j'ai remarqué que c'était, et pourtant c'est pas du tout mon état d'esprit, donc j'en suis le premier à étonner, que c'était une victoire du privé sur le public. Je m'explique. Bon, donc depuis 20 ans, en gros, Napoléon, ça fonctionne, les livres paraissent, ils se vendent, il y a beaucoup de documentaires sur Napoléon, il y a des films sur Napoléon, des séries télé, des séries de France Télévisions sur Napoléon. Donc tout ça, ce sont des chaînes, ce sont des éditeurs, enfin en gros 90% de financement privé, donc en fait des gens qui font du commerce avec Napoléon. Et tous ces gens sont donc arrivés aux manettes, entre guillemets, au moment de ce bicentenaire, dans les, dans les comités des expos. Ils avaient tous leur tête, on était une quinzaine de têtes dans les documentaires. Bon, voilà, ils n'ont pas été choisis au hasard. Hein. C'était des gens qui avaient travaillé sur des sujets qui étaient à peu près à jour sur ce sujet.
Et donc, on a dû travailler. Je mets de côté le musée de l'armée, qui est un musée particulier, puisqu'étant donné que son objet est l'armée, il est assez difficile de faire de l'anti-Napoléon, même s'ils ont fini par réussir. Mais enfin, le musée de l'armée, même si c'est un musée rattaché au ministère de la Défense, c'est quand même un cas particulier. Mais il n'empêche que j'ai trouvé qu'en fait, ce secteur public n'était pas du tout prêt à assumer une année d'événements liés au consulat et à l'Empire. Mais pas du tout. En fait, ils n'avaient aucune idée sur la chose, parce qu'en fait, depuis 20 ans, eux, ils n'avaient rien vu. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui a été prise, non mais pourquoi pas d'ailleurs, hein, mais il y a une décision qui a été prise sur un coin de table entre deux ministres pour lancer les choses, quoi. Le président de la République s'est décidé au dernier moment pour prendre la parole et effectivement faire un discours très amélioratif à l'égard de Napoléon. Mais enfin, rien ne les avait, enfin, ils n'étaient pas du tout préparés. Et pour eux, en fait, Napoléon, c'était un vieux truc, quoi. Moi, j'ai passé avec Bernard une année à me faire entendre dire par des gens qui avaient 40 ans de plus que moi, qui m'expliquaient ce que c'était que la jeunesse. Non, mais je veux dire, c'était... Et en permanence. C'est-à-dire que c'était moi le vieux. Alors, moi, personnellement, je ne joue pas au jeu d'âge, parce que je ne pense pas que les âges soient vraiment le reflet de l'état d'esprit des gens, mais enfin, je veux dire, mais des réunions entières où on m'expliquait qu'il fallait faire des choses pour les jeunes. Donc, évidemment, de l'informatique et du rap, parce que vous comprenez, les jeunes sont tellement intelligents, tellement bêtes, qu'il n'y a que ça qu'ils comprennent. Donc, ils ont des idées rudimentaires sur la jeunesse qui ne renvoient à rien. Et pour eux, c'était absolument inimaginable que Napoléon soit un sujet qui pourrait plaire à qui que ce soit. Il fallait mettre des graffitis. Enfin, j'exagère à peine. Comme si tout à coup les jeunes étaient devenus complètement débiles et que pour leur faire avaler le moindre sujet d'ordre culturel, il fallait voilà, mettre du ketchup dans la purée. Enfin, des idées vraiment ridicules. Et de même, ils ont voulu tout de suite, alors c'était louable, encore une fois, je ne parle pas que de l'exposition, je parle de l'écosystème, si on peut dire. Tout le monde voulait réfléchir sur Napoléon. Alors voilà, c'est-à-dire qu'il fallait se demander si Napoléon c'était bien ou mal, comme si ça d'ailleurs ça avait le moindre intérêt, comme si Napoléon pouvait accorder la moindre considération à l'idée qu'on pouvait se faire aujourd'hui de lui, et comme si d'ailleurs la marche du monde aujourd'hui avait la moindre considération pour le caractère moral ou pas de Napoléon, qui évidemment, comme tout chef d'État, n'est pas moral, mais à la tête d'une puissance qu'il a pour mission d'augmenter, quoi. En gros, résumé rapide de ce qu'est un chef d'État. Et donc tout le monde voulait réfléchir. Voilà, il faut se poser la question, quand même, est-ce que Napoléon, dans l'histoire de France, c'est utile? Alors, si vous voulez se poser la question de l'utilité de Napoléon dans l'histoire de France, à mes yeux, c'était un petit peu comme se poser la question de la réalité de la pluie, parfois. C'est-à-dire que Napoléon, c'est pas un phénomène qu'on peut nier. C'est voilà, c'est la moitié d'un code civil. Enfin, ce sont des évidences. Je ne demande pas à ce qu'on les connaisse, mais enfin, ne pas comprendre que Napoléon, comme la Révolution française, structure nos mœurs, nos habitudes, nos réflexes les plus spontanés. De même que ça a structuré notre éducation parce que nos parents sont comme nous les héritiers d'un passé un peu plus lointain. Enfin, ce sont encore une fois des évidences, et tout ça, en fait, ça s'appelle l'historicité. C'est-à-dire que ça s'appelle comprendre que quand on fait une exposition qui concerne une partie de l'identité française, en l'occurrence Napoléon, mais ça aurait pu être un autre sujet, ça doit se penser en fonction d'un temps qui va bien plus loin que celui des années 80, quoi. En l'occurrence, Napoléon pourrait même se penser sur 500 ou 600 ans. Ça ne gênerait pas. Mais voilà, donc on a découvert un secteur public complètement déshistoricisé. Alors il a plein d'autres qualités, c'est pas la question, encore une fois, mais ça, le compte n'y était pas, ça c'est clair. Encore une fois, des choses ont été dites qui vraiment ne sont pas à l'honneur d'un niveau de culture générale assez moyen, quoi. Je veux dire, voilà, pensez par exemple, puisque c'est des conversations qu'on a eues dans une réunion matinale, je m'en souviens, que la campagne d'Égypte est la reproduction d'une croisade. Quand on connaît l'état d'esprit de la Révolution française à l'égard de l'Église catholique, bon, on a quand même enlevé un pape, qu'on a fait mourir en France, le deuxième, on l'a pas traité vachement mieux. Bon, c'est-à-dire que là, il y a quand même des évidences de contexte qui passent loin, quoi. Donc c'est aussi un petit peu inquiétant, hein, il faut bien le dire, et donc avant même de travailler, il faut les mettre d'accord. Alors ça, c'est l'autre point que je voudrais aborder, c'était quelque chose que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est qu'il faut mettre d'accord les gens, mais pas entre eux, avec eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est lié avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que leur ignorance, évidemment, eh bien, provoque des jaillissements d'opinion, hein, des effusions d'opinion, mais comme ils ne savent pas pourquoi ils les émettent, et bien du coup, ils disent des choses complètement contradictoires, et quand on les applique à des événements, encore une fois, expositions, documentaires, livres, interviews, discussions, ça n'a aucun sens. Donc du coup, il faut passer un temps infini à leur demander, en gros, ce qu'ils veulent dire, et où ils veulent aller, en fait. De quoi tu veux dire du mal de Napoléon parce qu'il est méchant, parce qu'il a fait des guerres, pourquoi pas, hein, on peut en discuter. Enfin, ce sont des questions aussi bêtes que ça. Parce qu'il faut bien raccrocher les wagons, il faut qu'on comprenne ce qu'ils pensent. Ils ne sont pas fans, mais c'est pas grave. Et voilà, donc il a fallu les mettre d'accord avec eux-mêmes, et j'ai trouvé que voilà, c'était des gens qui avaient
des grandes contradictions, comment dirais-je, un chaos mental, pareil, qui, à mon avis, était un petit peu la conséquence d'une absence de travail par rapport à tout ça, qui au bout d'un moment commence à pêcher. Alors maintenant, on pourrait aborder ce qu'on a vu pendant cette exposition. Alors, cette exposition et ce bicentenaire, encore une fois. J'ai trouvé, à titre personnel, dans le même registre, assez inquiétant qu'on passe un temps infiniment plus long à chercher des choses qui sont fausses factuellement et qui disent du mal de la France, plutôt qu'à se mettre d'accord sur des évidences et qui en disent du bien. Je m'explique. Loin de moi l'idée de penser qu'il faudrait manipuler la réalité de l'histoire pour construire des récits cocardiers. On n'en est plus là, ça n'aurait aucun sens et on perdrait la moitié de la France. Ce n'était pas le but. Mais à un moment donné, si vous voulez, quand vous rencontrez des gens, des journalistes sur des plateaux de télévision, qui vous voulez, qui ont passé toute leur soirée, vous le voyez bien, sur Wikipédia, pour relever tout ce qu'il y avait de mal, en fait, hein, dans le règne de Napoléon, dans son comportement, qui vous disent d'ailleurs qu'il était misogyne. Qu'est-ce qu'ils en savent? Enfin, je veux dire, qu'il était raciste. Qu'est-ce qu'on en sait? On a un témoignage là-dessus, il y a une interview de Napoléon sur la misogynie. C'est une ineptie, quoi. On ne sait pas si Napoléon était misogyne. Et donc, qui vous aligne tout ça gentiment, en vous disant, voilà, ça prouve bien que ça ne va pas du tout. Alors qu'en fait, ils auraient pu consacrer tout ce temps juste à faire quelque chose de cohérent, et par exemple, toujours pareil, cette fameuse religion du soupçon, à chercher des choses juste simplement factuellement justes, au lieu de dépenser autant d'énergie pour en dire du mal, et pour en permanence penser que réfléchir à l'histoire de France, ça veut forcément dire, d'une façon ou d'une autre, la critiquer. Elle est loin d'être irréprochable, quelle histoire l'est d'ailleurs, mais enfin, pourquoi dépenser autant d'énergie? Ça m'a beaucoup frappé, c'est-à-dire vraiment des gens mais qui dépensaient une énergie infinie à vouloir montrer que voilà, il n'y a pas de réflexion saine sur l'histoire de France qui ne l'amoindrirait pas. C'est quand même un mouvement que je trouve assez étrange, et si on l'inclut dans un logique de cycle civilisationnel, c'est assez inquiétant aussi, hein, puisqu'on sait que la haine de soi et le désir perpétuel de destruction relativement à des choses dont on est censé être les dépositaires, c'est un réflexe civilisationnel qui ne mène en général pas vraiment à la pérennité. Mais c'est une autre histoire. Autre rencontre intéressante, celle de la complexité et de la simplicité. Donc je vous l'ai dit, j'ai trouvé que tout le monde voulait beaucoup réfléchir sur Napoléon sans rien en savoir. Et donc nous, par exemple, pour l'exposition, on a voulu en fait faire les choses simplement. C'est-à-dire, voilà, bon, bah, Napoléon, vous voyez, type, il est né dans une maison à Ajaccio, il termine empereur en gros d'Europe. Le storytelling, on va pas faire mieux, quoi, hein. Enfin, je veux dire, c'est bien comme ça, quoi. Donc un truc basique, quoi. Voilà, les gens pourront apprendre, pourront découvrir une aventure qui va les mobiliser intellectuellement tout en apprenant des choses. Bon, il a été inventé pour faire de la pédagogie, Napoléon. Il est en soi une pédagogie. Et là, pareil, il a fallu se battre parce que, encore une fois, c'était un secteur qui n'était pas prêt, qui n'a pas l'habitude de penser les choses de cette façon. Voilà. Donc, pareil, on a donné le dossier à des gens qui n'y sont pas préparés. Ça veut dire encore une fois que quand il s'agit de faire une exposition sur l'histoire de France, ces expositions en général, à titre informatif, marchent plutôt mal, par exemple aux grandes monographies d'histoire de l'art. Donc ça veut dire qu'il faut réinventer le modèle, il faut le repenser en fait. Donc on s'était dit que la simplicité, c'était peut-être une bonne chose, hein, voilà, faire quelque chose de chronologique, de simple, donner aux gens quelque chose qui leur fait plaisir, se retrouver tranquillement avec un type qui a créé 50% du monde dans lequel ils évoluent. Bon, ça a été aussi quelque chose que j'ai trouvé d'assez frappant. Un colloque à la Sorbonne il y a une semaine dont on a énormément parlé, dans lequel on met des mots qui sont pas tous bien définis, pas tous intelligents, déconstruction, wokisme, ce qu'on veut. Il n'empêche quand même que, quelle que soit la définition qu'on donne à ce mouvement-là, il est en gros bien réel et on voit tous de très loin ce que ça veut dire. Il y a des mots plus ou moins sophistiqués pour le dire, mais enfin, ça correspond à une chose réelle. Bon, la déconstruction, c'est pas quelque chose de mal en soi. C'est même, on va dire, la base de l'intelligence. C'est-à-dire que vous lisez un livre, quelqu'un affirme quelque chose, il est assez logique d'aller le vérifier. En principe, en bons êtres rationnels, tout le monde sait que on vérifie une chose et on la tient pour vraie une fois qu'on a en gros pu vérifier au maximum sa véracité. Donc en soi, on ne peut pas incriminer la déconstruction, hein. Questionner les choses, c'est pas un mal. Quant aux origines de la déconstruction, à savoir, comment dirais-je, la French Theory, donc Foucault, Deleuze et compagnie, tout n'est pas extraordinaire, et dans le même temps, objectivement, on ne peut pas dire que l'histoire de la sexualité de Michel Foucault soit un non-livre,
ni qu'il n'y ait eu aucun travail. Michel Foucault, dans Surveiller et punir, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé son histoire de France, d'ailleurs, et son histoire de l'Europe, en commettant des erreurs, certes, mais enfin, on voyait bien qu'il déconstruisait pour aller quelque part, si je puis dire. Personne n'a l'impression d'être dans le néant quand il dit Michel Foucault. C'est pas vrai, quoi. Là, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que là, on déconstruit vers rien, vers le soupçon. Toujours cette ligne, cette trame, on déconstruit vers le soupçon, et donc, par exemple, donc évidemment, on va en parler, on ne va pas passer l'heure dessus, mais enfin, évidemment, la question de l'esclavage était au cœur des débats. Franchement, on s'y attendait tous, donc on était plutôt préparés. Franchement, on était tous d'accord pour en parler immédiatement. Personne n'aurait compris qu'on n'en parle pas. Je veux dire, Thierry et Pierre Banda ont écrit un livre dessus, donc il était légitime qu'ils en parlent. Mais ça aussi, c'était pareil. Vous comprenez, avoir écrit un livre là-dessus, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il représente bien, vous voyez, une catégorie ethnologique qui ne convient pas. Non, mais, non, mais ce sont des choses qui ont été dites. Hein. Je ne joue pas sur une sorte de vulgate médiatique, c'est des choses qui ont été dites. C'est-à-dire qu'il fallait aller écouter des sociologues américains qui ne parlaient même pas français, des spécialistes de Saint-Domingue, pour expliquer ce qui s'était vraiment passé, parce que eux comprenaient la souffrance. Comme si qui que ce soit ici savait ce que c'était que l'esclavage, et comme si qui que ce soit ici avait été responsable de la moindre chose. Donc là encore, c'est-à-dire que là, on déconstruit encore quelque chose, on refuse d'écouter certaines personnes pour des raisons qui, intellectuellement parlant, n'ont absolument aucun sens. Je ne vous parle pas des pressions qui ont été exercées à l'endroit de Bernard, à mon endroit. Pourquoi ne pas le raconter après tout la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est dirigée par Jean-Marc Ayrault. Il est ancien Premier ministre de la France, hein, on est républicain, donc il a le droit au respect de sa fonction. Mais enfin, effectivement, ces équipes appliquaient des méthodes qui n'étaient pas toujours de la plus grande courtoisie. Et moi, par exemple, pour avoir été en première ligne pendant, on va dire, la promotion de l'exposition sur des émissions de grandes écoutes, à la radio et à la télévision, j'ai eu des échanges téléphoniques que je n'avais jamais eu de ma vie, alors qu'il m'est arrivé de rencontrer des gens qui, en l'état, avaient des fonctions plus importantes que Jean-Marc Ayrault au moment où nous parlons, et qui ne se permettaient pas, humainement parlant, d'avoir ce genre de remarques ou de sous-entendus. En gros, on exerce des pressions par rapport à une parole médiatique. Alors, en tant qu'historien, je ne me considère pas comme un dieu ni comme un chef d'État, mais enfin, juste, j'ai encore le droit de dire ce que je veux sur un plateau de télévision, sur des sujets sur lesquels j'ai travaillé et sur lesquels j'ai écrit des livres. Jusqu'ici, a priori, dans une démocratie saine et prétendument civilisée, ça se fait, quoi. Et bien quand même, il faut le dire, la réponse est non. La réponse est non, et à la manœuvre, ce sont des gens qui ont exercé des hautes fonctions dans la République. Alors, ce n'est pas des menaces, on ne me casse pas la gueule, c'est pas ça, mais enfin, ce sont des méthodes, encore une fois, qui ne sont pas vraiment dignes de ce qu'on pourrait appeler un honnête homme, ou d'honnête homme, hein, parce que c'est pas Jean-Marc Ayrault qui j'en veux. D'ailleurs, du reste, il a fait une intervention, je me souviens, sur France Culture, en disant que avant que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage n'arrive dans cette exposition, rien n'avait été prévu pour l'esclavage. C'est-à-dire que c'était un mensonge délibéré, objectif. D'ailleurs, il n'en sait rien puisqu'il n'était pas là à la première réunion où Thierry et Bernard étaient. Et l'esclavage a été abordé, Thierry l'a écrit dans son livre d'ailleurs, à la 25e minute. 51e, pardon. 51e minute. Et donc, pareil, personne n'a fui le sujet. Très bien, oui, l'esclavage, rétablissement de l'esclavage. Thierry a proposé dans une émission de très grande écoute à une personne qui travaille sur l'esclavage de venir à la Fondation Napoléon pour travailler et produire des notes, hein, ce qui est pareil, un processus qui, dans l'ordre du monde de la connaissance, est a priori logique. Tout ça n'a pas donné grande suite. Bon, moi j'ai fait avec Pierre Branda une réunion avec les historiens de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui s'est passée de façon un petit peu musclée. Enfin bon, rien n'était simple, si vous voulez, parce que le soupçon, encore une fois, était tel que on a du mal à s'accorder. Et là, pareil, ce qui aurait pu être des sujets très rapidement traités, en fait. Hein, tout ça a pris des proportions considérables. Alors bon, alors ça, c'était la préparation. Et puis alors, après, l'exposition, elle a eu lieu quand même. Elle a eu lieu pendant quasiment 8 mois. Donc, elle a été visitée. Elle a été visitée en grande partie, d'ailleurs. Les statistiques le montrent. Et il suffit d'y aller. Bon, moi, j'ai passé beaucoup de temps n'importe quel jour de la semaine ou du week-end pour voir que c'était une exposition très familiale. J'insiste. J'étais très frappé. C'est quelque chose que je trouvais très, très mignon, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, comme souvent dans la vie, ce qui fonctionnait avec les enfants fonctionnait avec les parents. Hein. Et puis, donc, moi-même, j'ai passé du temps à discuter avec des enfants, filles comme garçons, qui étaient très intéressés par tout ça, qui posaient plein de questions.
et puis qui étaient simplement, en fait, entraînés vers la chose. L'avantage des enfants, c'est qu'ils ne se posent pas de questions. Ils ne se posent pas de questions et ils ne pensent pas à mal. Donc quand ils font une chose, ils la font spontanément. Donc le résultat, c'est quand même que finalement, les polémiques qu'on attendait, les tags contre Napoléon Rassi sur des tableaux qui nous avaient été annoncés, la sécurité qui avait été doublée, très bien d'ailleurs, hein, pour protéger des œuvres d'art, enfin, tout ça ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu le moindre acte de vandalisme. J'ai même fait visiter l'exposition personnellement à une famille d'Érythréens, hein, qui n'avaient pas de papier français, et enfin, je veux dire, bon, qui était en un droit de séjour, si je puis dire, une fois qu'ils découvraient le pays où ils habitaient, quoi. Alors, je ne me considère pas comme un saint homme de l'avoir fait, ni j'ai pas l'impression d'avoir eu une vision globale, claire et honnête de ça, mais enfin, je veux dire, je l'ai fait et j'ai pu constater qu'il n'y a pas de contradiction. Voilà. Je veux dire, j'ai pas vu qui que ce soit péter un câble devant la partie esclavage. Enfin, voilà, c'est qu'en fait, c'était beaucoup plus détendu, décontracté, et puis les gens ne sont pas débiles. Enfin, je veux dire, ils vont voir une exposition sur Napoléon, ils savent très bien que c'est de l'histoire, ils apprennent. Enfin, je veux dire, Napoléon, c'est pas un exemple. Voilà, ils ont une appréciation naturelle, ils ont un cerveau, en fait, étonnamment, pour appréhender les choses. Alors, donc cette exposition, d'ailleurs, on connaît les chiffres officiels maintenant. Les billets vendus sont de 275 000. Donc c'est un résultat très honorable. Pas extraordinaire. La conjoncture ne nous a pas merveilleusement servi non plus, puisque les expositions, les théâtres ont été désertés, y compris quand tout cela a réouvert. Il y a eu une ambiance pas tout à fait propice à ça. C'est honnête. C'est pas extraordinaire, mais n'incriminons pas non plus la conjoncture. Ça aurait pu être mieux. Et ça prouve aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ça veut dire que ça prouve aussi qu'une exposition de cette ampleur, si elle avait été sur une monographie d'un grand peintre, Velázquez, Cézanne, elle aurait fait très probablement 2 fois plus. Donc ça veut dire aussi que les expositions sur l'histoire de France ne fonctionnent pas si bien que ça. Celle-ci, comparée à d'autres, fonctionne bien, mais elle ne fonctionne pas si bien que ça. Alors du coup, pour essayer de raffiner les chiffres, si je puis dire, j'ai essayé de comparer un petit peu les fréquentations des châteaux, des expositions temporaires de Fontainebleau, de Versailles, qui est par exemple un des 2 monuments les plus visités d'Europe. On constate par exemple qu'en fait, les expositions d'histoire, ça fonctionne quand les gens voient l'endroit où les chefs d'État habitaient, en réalité. C'est-à-dire que Versailles, ça marche parce qu'ils voient la chambre du roi. En gros, c'est ça. Et que dès qu'on a un château vide, ou un château dans lequel on fait, le Louvre excepté évidemment, hein, qui est le plus grand musée du monde, mais dès qu'on a un château vide ou ce genre de choses, en fait, ça ne fonctionne plus. Donc ce que ça traduit aussi du tempérament des visiteurs, c'est donc en fait, ils veulent voir de l'histoire. Enfin, je veux dire, ils veulent se retrouver avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on sait tous ici que quand on visite un château de la Loire, on a un sentiment de proximité diffus, qu'on ne s'explique pas, mais qui est réel. On sait tous ici que même si la monarchie n'est plus en cours, que Louis XIV est mort il y a bien longtemps, que Versailles, c'est un peu nous aussi. Il y a un mélange de fierté, d'euphorie, bon, voilà. D'ailleurs, les choses, ça tombe très bien, parce que tout ça a été construit pour ça aussi. Donc, les chiffres sont honnêtes, mais ça prouve qu'il y a encore du travail à faire sur Napoléon. Mais Napoléon, c'est évidemment beaucoup plus que ça. C'est notre identité, c'est notre rapport à l'histoire de France. Et je pense que la victoire médiatique réelle, si je puis dire, donc celle dont on parlait en introduction, du monde de la connaissance sur celui de l'ignorance, on va le dire comme ça, elle traduisait aussi, comment dirais-je, le fait qu'en fait, on a montré que Napoléon avait quelque chose à dire à des Français de tous les âges, de tous les sexes, toutes les couleurs de peau, religions, de leur identité. C'est-à-dire qu'en s'intéressant à lui, en fait, s'ils écoutaient des gens leur en parler, regardaient des documentaires, ils se redécouvraient eux-mêmes. Pas spécialement parce que Napoléon est fascinant, mais parce qu'il est lui. Parce qu'en fait, si on s'arrête un petit peu, si on prend du temps, qu'on apprend, on se redécouvre soi, on redécouvre la complexité, la nuance. Hein. N'importe quelle personne qui lit un livre connaît ce phénomène. Hein. On pense tout connaître, et puis en fait, on redécouvre les choses. Bah, c'est un phénomène infini, c'est la satisfaction du savoir. Et donc, voilà, on a montré qu'on a renvoyé, si je puis dire, Napoléon dans les bras des Français. C'était un peu le but, quoi. C'était le but de l'exposition, c'était le but du ton employé par chacun de nous. On a fait de l'acculturation aussi, hein, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas rendre les choses trop compliquées. Et donc, je pense que de ce point de vue, c'est une vraie satisfaction,
parce qu'évidemment, c'est lié aussi à un autre enjeu qui est celui de la mémoire. Napoléon, c'est une question mémorielle aussi, peut-être pas la plus complexe, mais c'en est une. Et donc, on a pu constater qu'en tout cas, quand on ouvrait, je veux dire de façon béante, une question mémorielle comme Napoléon, eh bien, ça a mobilisé tout le monde, puisque si les chiffres de l'exposition ne sont pas extravagants tout en étant honorables, les chiffres de vente des hors-séries des magazines, des livres, ont tous été, eux, exceptionnels. Et d'ailleurs, anormalement exceptionnels par rapport à une année de centenaire où, en général, au bout d'un moment, ça s'épuise un peu. Enfin, on a vendu les livres jusqu'au bout, quoi. Je le vois encore aujourd'hui. Donc, c'est quand même considérable. Donc, ça veut dire qu'en termes de mémoire, Napoléon, c'était bien vu, quoi. Ça veut dire que, du coup, en termes de construction de la mémoire de façon collective, Napoléon, ça dit quelque chose. C'est une bonne interface. C'est un bon point d'entrée qui permet de décliner sur la Révolution française, ce que c'est que la guerre, ce que c'est que le militarisme. Ça permettait du coup de réouvrir ce genre de débat, puisqu'évidemment, depuis les années 60, la guerre a très mauvaise presse. Mais enfin, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les civilisations ne savaient pas exister autrement qu'en se faisant la guerre. Ça n'avait pas une aussi mauvaise réputation qu'aujourd'hui, ça va de soi. Donc tout à coup, Napoléon devient, de ce point de vue, d'une part excessivement banal, et d'autre part, là pour le coup, très très performant. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça permettait de recontextualiser les choses. Alors maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est celle de l'avenir, et la deuxième, c'est celle du miroir que Napoléon a renvoyé à une société. Puisqu'en fait, je pense que Napoléon, en soi, en tant que tel, il n'y a pas tellement d'intérêt que ça. Alors bien sûr, on peut tous avoir une passion fétichiste pour Napoléon, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'il aimait manger, quel vin il aimait boire, comment il aimait dormir. Tout plaisir tout à fait légitime pour n'importe quel passionné. Mais enfin, Napoléon en tant que tel dans l'histoire de France, lui, comme individu, ça n'a pas grand intérêt. Il a de l'intérêt parce qu'il a dirigé un gouvernement, un État, qu'il a réformé la France dans des proportions considérables, que par ses guerres et ses paix, il a modifié l'ordre de la construction européenne. Enfin voilà, il a une fonction qui le dépasse immédiatement. Alors donc, du coup, l'avenir. Donc je dirais qu'après avoir convaincu tout le monde, entre guillemets, de ce que Napoléon apportait quelque chose, il est peut-être temps de se demander pour l'avenir ce que Napoléon pourrait tirer des Français. Je veux dire par là d'inverser le mouvement. C'est-à-dire qu'on a vu, c'était un pari, que Napoléon était d'actualité. On a vu aussi qu'on avait bien fait, tous, de parler des questions qui fâchent, c'est-à-dire de l'esclavage, de l'ordre de la famille dans le Code civil, la question des guerres, évidemment, la question du traitement des différentes religions dans l'ordre public, le judaïsme, le concordat, les protestants aussi, évidemment la question de l'esclavage. On a constaté qu'en fait, ce n'était pas des concessions, c'était des choses indispensables. Pas indispensables seulement parce que l'intelligence le commande et que l'honnêteté intellectuelle le commande, mais indispensable parce qu'il ne peut pas y avoir de production historique ou de rayonnement d'un phénomène ou d'une époque de l'histoire de France qui ne soit pas lié avec le moment où on en parle. Je vais le dire différemment, on ne publie pas des livres hors sol, dans une atmosphère hors temps et hors espace, on ne fait pas une exposition hors temps et hors espace, on fait tout ça dans un contexte, dans une société. Et si on veut intéresser les gens, il faut aussi qu'on les prenne par là où ça les intéresse. Donc de ce point de vue, c'était tout à fait normal de le faire. Et donc, Napoléon au XXIe siècle, il doit aussi être pensé. Je veux dire par là qu'on ne gagnerait rien à s'enfermer dans une caricature cocardière de Napoléon. On ne gagnerait rien à se raidir pour des questions de panique, d'angoisse ou d'agacement aussi assez légitimes par rapport à des questions auxquelles on n'est pas tout à fait habitué. Alors, je veux dire par exemple, c'est une conversation que j'essaye d'avoir avec beaucoup d'historiens, mais ça se termine très souvent en pugilat parce que je me rends compte qu'il y a des vrais angles très obtus. Je pense que par exemple, il faut que l'histoire napoléonienne fasse un bond dans l'histoire globale et dans l'histoire mondiale. Je veux dire, à titre personnel, moi, j'ai pas du tout été scandalisé par le livre de Patrick Boucheron sur l'histoire mondiale. C'est un livre dont la préface était éminemment contestable, il n'y a rien à dire. Enfin, une fois qu'on lit ce livre, c'est une histoire de France d'une autre sorte, avec d'autres dates, qui d'ailleurs mobilise des historiens qu'on a vus partout ailleurs et qui ne nous ont jamais choqués. Et de toute façon, force est de constater que c'est pas une histoire qui est bonne ou mauvaise, c'est une façon de faire de l'histoire qui existe, qui va exister très probablement pendant un moment. Pourquoi est-ce que le monde napoléonien resterait à l'écart de ça? Ça n'a pas de sens, puisque du coup, forcément, le camp d'en face, si je puis dire, en profite pour caricaturer la chose. Et dire qu'évidemment, on fait de l'histoire cocardière, et que, alors que si vous voulez, un sujet plus mondial que Napoléon, moi je connais pas. Enfin, je veux dire, au sens où s'il y a bien quelqu'un qui a passé sa vie en itinérance, qui a trimballé lui-même
avec sa personne, la centralisation française dans toutes les capitales d'Europe, c'est bien lui. Si Napoléon a une influence en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, jusqu'à Cuba, on le sait, il y a le musée de Napoléon à la Havane, enfin bon voilà, il y a des explications historiques qui sont très intéressantes. Hein, je veux dire, de même que l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène a permis justement, comment dirais-je, à l'écosystème napoléonien de se diffuser en Amérique centrale, avec les anciens soldats de la Grande Armée qui étaient en Amérique centrale, la présence de Joseph Bonaparte en Amérique du Nord. Bon, c'est un vrai sujet. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'histoire mondiale de Napoléon. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il faut que maintenant, Napoléon aille vers la société. C'est très important. Et en fait, je pense que si on ne le fait pas, c'est simple, on va disparaître. Ou en tout cas, on va se ringardiser. Je vais donner un exemple très clair. Napoléon est guetté au quotidien par ce qui est arrivé, comment dirais-je, à la monarchie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez sérieusement des gens qui arrivent à faire exister la monarchie, je veux dire, dans le débat républicain, dans ce qu'elle peut nous dire du monde dans lequel on vit aujourd'hui, sans passer pour des illuminés. Ça n'existe plus. À tort, hein, parce qu'il est évident que la monarchie française a des tonnes de choses à dire au régime dans lequel on vit et qu'on peut expliquer des tonnes de choses avec. Mais en fait, ils se sont ringardisés à une vitesse grand V parce qu'ils ont raté le coche. Voilà. Donc en fait, du coup, c'est un sujet qui ne mobilise plus, qui intéresse des communautés fermées. Il n'y a aucune raison, mais parce qu'ils n'ont pas fait l'effort d'acculturation. Donc je pense que Napoléon, s'il a fonctionné pendant ce bicentenaire, s'il a rayonné, c'est parce que justement, en fait, et la Fondation Napoléon n'y est pas pour rien, les historiens qui parlent de Napoléon sont connectés au monde. Je veux dire, ils voient des directeurs de presse, ils voient des hommes politiques, ils organisent des conférences, ils créent des plateformes de rencontres, si vous voulez. Et c'est pour ça que ça a fonctionné aussi. C'est parce que le travail a été fait. Donc du coup, il faut surtout pas lâcher le fond de la connaissance, pas lâcher ce qu'on a fait depuis 20 ans, mais il faut s'ouvrir à cette société et comprendre ce qu'elle veut. Puisque évidemment, c'est pas des débats d'historiens, comment dirais-je, c'est pas les débats d'historiens d'aujourd'hui qui vont faire l'avenir. C'est ceux de gens de 15 ou 20 ans qui découvrent leur histoire et qui ont besoin, du coup, eh bien, qui ont besoin aussi de canaux pour être guidés dans cette histoire de France. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est très, très important de le penser comme ça, de ne pas en avoir peur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison, c'est pas un sujet inquiétant. Puis Napoléon, ça permet de relire aussi beaucoup de choses, je veux dire, sociétalement parlant. Je veux dire, personne ne pourrait aujourd'hui écrire une histoire de la famille sérieuse sans passer par Napoléon, parce que voilà, ça dit quelque chose de la Révolution, ça dit quelque chose de l'état d'une société. Donc c'est comment dirais-je, c'est un sujet qui peut être véritablement un nouveau prisme pour lire des choses d'actualité, et il faut pas en avoir peur, et il faut y aller. Et puis, c'est aussi intéressant de rappeler et d'insister là-dessus que, au fond, dans la spontanéité qu'ont les gens vers Napoléon, il y a quand même des choses qui, même s'ils ne le savent pas, qui s'expliquent. C'est-à-dire que s'il y a, comment dirais-je, s'ils ont des intuitions de reconnaissance avec Napoléon, si ça leur parle, quoi, en fait, c'est parce qu'évidemment, Napoléon n'est certainement pas l'avatar de la démocratie ni du bonheur, mais c'est clairement l'avatar de la modernité politique telle que nous l'entendons, quoi. Je veux dire par là que Napoléon, c'est un modèle qui parle à tout le monde dans un contexte républicain aujourd'hui. Et donc, il faut insister aussi sur ce côté-là, d'où l'importance du coup de bien recontextualiser Napoléon avec la Révolution française. C'est-à-dire que voilà, il faut partir, il faut essayer de comprendre ce qui fait que Napoléon ça fonctionne aujourd'hui et comment est-ce que ça peut fonctionner encore mieux. Voilà. Donc la modernité politique, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup travailler. Et j'ai trouvé d'ailleurs que dans les débats sur les radios, dans les plateaux de télévision, sur les plateaux de télévision, quand on discutait par exemple avec des gens de la France Insoumise et compagnie, quand on leur rappelait de façon très simple que Napoléon c'était la modernité politique, la révolution et la république en fait dont ils prétendaient être les défenseurs, ils n'avaient rien à dire. Il n'y a rien. Il n'y a pas la moindre personne qui a été capable de répondre à un argument cohérent à ça, si vous voulez. Donc c'est pas si compliqué. Du coup, ça implique aussi, forcément, de penser ce que c'est qu'une mémoire au présent. Ça implique aussi de repenser l'histoire. Alors évidemment, l'histoire au sens politique du terme, si je puis dire, de penser l'histoire de France. Comment est-ce qu'on la construit, comment est-ce qu'on l'harmonise, comment est-ce qu'on la met en perspective. Mais ça implique aussi, de la part des historiens, évidemment, je parle à moi-même aussi, hein, parce que je n'ai moi-même pas les clés, mais c'est un sujet que je trouve intéressant en ce moment. Ça implique de repenser la façon dont on peut faire différemment de l'histoire napoléonienne, de se renouveler. Parce qu'il y a absolument, alors je veux dire, dans la forme, quoi. Pas que les sujets, parce que les sujets, par exemple, encore une fois, hein,
Thierry Lenz et Pierre Bandin ont fait un livre sur l'esclavage, ils n'ont pas attendu qu'il y ait des polémiques pour le faire. Ils y ont été naturellement. Mais voilà, dans la forme, comment est-ce qu'on peut repenser ça? Donc voilà en gros ce que moi je pouvais dire du bicentenaire, et je vais terminer en bouclant avec ce que j'ai dit en introduction sur cette fameuse religion du soupçon qui pour moi est ce qu'il y a de plus inquiétant parce que ça me paraît inarrêtable en fait. C'est-à-dire que comment arrêter des gens qui refusent la logique de rhétorique alimentaire, c'est-à-dire élémentaire, pardon, c'est-à-dire un argument contre un autre. C'est quelque chose qui petit à petit va tout détruire. Je veux dire, c'est des questions d'ailleurs cette question n'a rien à voir avec des questions comme l'islam de France ou je ne sais quelle chose qui par ailleurs doivent être traitées. Non, non, ça c'est une question qui fait que la France ne se relèvera pas d'une chose pareille. Si la France rompt avec son historicité, elle ne peut pas se relever parce que ça veut dire que n'importe quel jour, à n'importe quel moment, n'importe qui peut inventer n'importe quoi. C'est ça qui est en train de se produire. Et vous voyez bien qu'on est en train de nous habituer malgré tout à avoir des débats où on confronte des gens qui savent à des gens qui ne savent rien, qui hurlent, et petit à petit, on nous habitue à ça. Et on nous habitue à émettre une opinion sur les choses en fonction de nos propres critères du bien et du mal, alors qu'on s'en fout. Évidemment que personne ne pense les choses de cette façon. Donc, à mon avis, Napoléon, c'est un des seuls paquebots de l'histoire de France à notre disposition pour mener cette bataille, parce qu'encore une fois, lui, il est encore populaire, il dit beaucoup de choses aux gens, on bénéficie d'une dynamique extraordinaire après ce bicentenaire, on a prouvé que Napoléon, c'était pas ringard, que ça mobilisait toutes les classes d'âge, et donc Napoléon doit être, si je puis dire, comment dirais-je, la religion de la raison qui doit combattre cette religion du soupçon. Je vous remercie.